Salut Bruno, Salut Paco, comment tu vas? très bien, très bien. Bienvenue dans une petite session à distance cette fois-ci. Ouais, c'est ça. On n'est pas en studio là, on est chacun chez soi. On est bien chez soi aussi, C'est ça. ça marche. Bon, petite session aujourd'hui, on va parler d'un thème, du thème du réseau, du networking dans l'immobilier. Donc c'est qu'est-ce que ça s'inspire? Peut-être qu'on peut démarrer sur pourquoi on parle de ça, et quel problème auquel on se confronte, pourquoi c'est important de parler du networking, du réseau dans l'immobilier selon toi? Ouais, c'est ça parce que en gros il y a une question qui revient souvent. C'est comment débuter dans l'immobilier, comment se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier sans réseau. Tu vois, il y a un peu cette pensée que il faut des skills particulières pour se lancer dans certaines activités. Et que notamment des gens qui réussissent bien dans l'immobilier, c'est parce qu'ils ont un beau réseau. Je sais pas moi, autre cliché, des gens qui font commercial, c'est parce qu'ils ont Natchatch. Tu vois, ça fait partie un peu des lieux communs qui font que les gens prennent pour argent comptant et ils disent si j'ai pas ça, du coup je peux pas quoi. Et ils se mettent une barrière. Et euh, et ce que je voudrais, ce dont on voudrait parler aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui as choisi ce thème, c'est comment on fait si on n'a pas de réseau à la base pour se lancer et très bien réussir quand même dans l'immobilier. Personnellement, moi, j'ai commencé, je n'avais j'étais dans une nouvelle région, donc je connaissais pas trop de monde, sauf dans mon à mon boulot, mais tu vois, j'étais à cette époque-là ingénieur, donc c'était pas non plus des gens qui étaient portés sur l'investissement immobilier. Dans ma famille, personne n'a jamais fait d'investissement immobilier, ni n'est artisan, ni dans le bâtiment. Donc clairement, j'ai pas de banquier non plus, donc pour ainsi dire, pas de réseau dans l'investissement immobilier quand je me suis lancé quoi. Toi, c'était quoi ta situation quand tu t'es lancé Pas pareil, franchement, pas de relation particulière. En fait, j'étais salarié dans une boîte en finance, donc rien à voir avec l'immobilier. Enfin, j'avais même pas pour ma résidence principale fait des travaux ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment commencé de zéro Ouais. avec tout ça. Et je suis allé aussi dans une région, du coup, vers dans les Hauts-de-Seine dans les Hauts-de-France, pardon, sur Amiens, pour euh, pour développer là-bas. Donc pareil, quand j'ai commencé vraiment avec zéro et je me suis constitué le réseau petit à petit. Donc c'est pareil, je suis parti d'un terrain vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la chat. Je pense que c'est important d'avoir du réseau, mais que les gens se font peut-être, enfin, on se fait peut-être une idée un peu galvaudée de ce que c'est de se faire un réseau. Et donc ça peut être pas mal de parler. T'es toujours là? Parlons-en. Ah, ok. Ouais, j'étais là, j'écoutais religieusement ce que tu disais, et tu vois, ça m'a fait penser à ce que tu disais à Amiens, une zone où t'étais pas, corrige-moi si je me trompe, t'as jamais habité, t'as jamais vécu là-bas? Non, 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 j'ai vraiment jamais vécu là-bas. En fait, on m'avait Ouais, dit que il y avait le prix du foncier était assez bas. C'était assez proche de Paris pour que je puisse y aller quand même en 2 heures et sans que ça soit non plus trop proche pour que je sois trop tenté de faire les trucs moi-même. Parce que j'avais vraiment envie de faire un projet à type entrepreneurial vraiment justement, de construire les trucs bien. Donc c'était le but et voilà, j'ai vraiment commencé de zéro et c'est assez excitant d'ailleurs. Hein. Vraiment ce truc en mode entrepreneurial, s'équiper d'une équipe, enfin, s'entourer d'une équipe. C'est assez bah cool, oui. quoi. Et tu vois, ça me fait rebondir parce que tout à l'heure j'avais un appel avec mes mentorés là et tu vois on est à l'étape là de sélectionner les villes et justement il y a cette on va dire une autre fausse croyance qui s'ajoute de se limiter dans la ville dans laquelle on va investir. Donc moi, je recommande jamais d'aller à l'autre bout de la France, mais exactement ce que tu viens de dire, le périmètre de 2 heures là. Et les gens se disent, ouais, mais 2 heures, enfin c'est trop loin, je connais personne là-bas. Tu vois, et ça rejoint vraiment cet aspect de réseau. Et je leur dis, et alors ça fait quoi ça fait quoi que tu connais quelqu'un là-bas? Si t'as investissé là au pied de chez toi, les gens que tu connaisses, ils vont faire quoi pour ton investissement? Enfin, en quoi c'est utile d'avoir des gens que tu connais à côté de ton investissement? Bah je sais pas, ils pourront aller voir si jamais ou moi je pourrais y aller. Je dis mais tu vas aller voir quoi? Ok, les visites. Mais techniquement, c'est pas les gens qui vont faire les visites pour toi. Et ensuite, tu sais, toujours c'est oui, mais s'il y a un problème.
Et je leur dis, en fait, s'il y a un problème, c'est pas ton tonton ou ta mère qui va aller faire de la plomberie ou réparer les toilettes. Tu vas appeler un plombier. Donc, au final, cette fausse croyance du réseau est une barrière limitante pour essayer de se projeter à distance. Quand je dis à distance, c'est périmètre de 2 heures. Moi, c'est vraiment stratégie du donut. Tu vois, on trace un cercle autour et on reste dedans. Et surtout quand sa zone à soi est trop chère. Donc typiquement, moi 60% de mes élèves viennent d'Île-de-France. Donc en fait, l'Île-de-France c'est compliqué pour faire la rentabilité. OK, marchand de biens et des opérations de marchand c'est autre chose, mais donc t'enlèves un peu l'Île-de-France et puis il te reste entre 2 heures et la sortie de l'Île-de-France. Donc c'est pour ça vraiment la stratégie du donut. Et pour ça, il faut se mettre en tête que le réseau, il a pas besoin, comme tu dis, d'être extravagant, et ça a juste besoin d'avoir une équipe suffisante de personnes qui vont avoir l'expertise dont tu as besoin à chaque moment de ton process et de la chronologie d'un investissement immobilier. Et ça rejoint, c'est vrai, l'épisode qu'on avait fait sur la délégation, en fait, où on Ouais. parle vraiment de ça. Mais le réseau, je pense que ça va même au-delà de ça. Enfin, bon, déjà sur l'épisode de la délégation, on en parlait aussi. En fait, dans l'immobilier, c'est très très humain, en fait. Donc la raison pour laquelle c'est tellement important le réseau en immobilier, c'est qu'en fait, si tu compares par exemple à la bourse, crypto, ou dans les marchés un peu régulés comme ça, le réseau peut pas forcément t'amener autant que l'IMO peut t'amener, en fait, dans la réalisation tes performances, parce qu'il y a des choses, c'est plus par exemple la puissance de calcul, de l'arbitrage, etc. Bon, après t'as l'expérience, effectivement, hein, ça peut aider, mais dans l'IMO, en fait, l'expérience c'est important, mais l'humain, en fait, c'est la pierre de voûte de toute la réalisation de choses, parce qu'en fait tout passe par des gens à qui tu vas interagir pour de l'humain, que ce soit pour la recherche, pour les travaux, pour ton notaire, ton banquier, ton agent, enfin vraiment tout le monde. C'est une chaîne de valeur incroyable qui est l'humain, et donc c'est même indispensable d'avoir le réseau, même si la personne la plus, on va dire, réfractaire à se faire un réseau et qui veut développer en immobilier, elle sera obligée, même qu'elle le veuille ou pas, finalement d'avoir un réseau, même si elle n'a pas l'impression, mais ça sera ça, quoi, je pense. Non, c'est clair. Moi, la phrase que j'ai souvent, c'est que l'immobilier, c'est finalement 80% d'humain et 20% d'aller de technique ou d'expertise bâtiment, financière, etc. Mais 80% c'est de l'humain, parce que, comme tu l'as dit, tu décomposes chaque étape. La recherche. Tu vois, des gens, des fois, ils se disent, oui, mais moi, je préfère chercher des biens directement vendeur direct, particulier à particulier. Et en fait, quand tu es investisseur, c'est beaucoup plus efficace de passer par les agents immobiliers qui, eux, en fait, font le travail. Eux, ils sont là tous les jours à éplucher les petites annonces sur PAP, essayer de les appeler, prendre les mandats. C'est eux qui vont permettre de être un intermédiaire de négociation et de raisonner, entre guillemets, un vendeur qui ne veut pas baisser son prix. C'est beaucoup plus dur lorsque tu es en direct avec le vendeur, sauf exception. Mais du coup, tu vois, rien que pour la phase de recherche, ok, t'as l'agent qui est pour moi indispensable à avoir dans son réseau. Après, t'as la phase de, ok, tu commences à estimer les travaux, etc. Donc c'est bien mieux si t'es un artisan. Ce que je conseille, c'est quand même d'apprendre soi-même à savoir estimer les travaux. Mais à un moment donné, tu vas avoir besoin des artisans, parce que ok, tu peux te dire que tu vas faire les travaux par toi-même, mais si tu veux professionnaliser, ou en tout cas tu veux le faire d'une manière entrepreneuriale, comme tu le disais au début, en fait ton temps il est souvent bien mieux utilisé à toi. Ok, prévoir la conception des travaux, mais la faire réaliser par des artisans. T'as la phase qui est vraiment où tu es obligé d'avoir un intermédiaire, enfin une tierce partie, c'est la phase de signature, et notamment signature de l'acte authentique, où tu as le notaire, où en France tu es obligé d'avoir un notaire dans une vente. Et donc, tu vois, souvent, les gens, enfin trop peu souvent, les gens mettre de l'importance derrière le notaire, alors que c'est franchement c'est hyper utile, et d'avoir son notaire plutôt que d'accepter juste le notaire du vendeur, ça peut faire la différence sur certains sujets, ne serait-ce qu'en prise de tête et en négociation de qu'est-ce que tu vas mettre dans le compromis, etc. Tu passes tout à ton notaire, c'est lui qui dit à l'autre notaire ou à l'agent immobilier en face, et ça passe à chaque fois nickel, quoi, parce que ça passe crème, parce que personne ne remet en doute la parole d'un notaire, tu vois. Donc toi tu dis à ton notaire, écris-moi ça et demande ça. Donc quand lui le dit, mon client veut ça, les autres ils vont beaucoup plus facilement dire ok, d'accord. Alors que c'est toi qui passes en direct, ils vont dire ah non, mais ça je sais pas, ta parole est beaucoup plus remise en question. Donc notaire, bon, courtier si tu veux accélérer le financement.
ou si t'as pas envie de mettre trop de temps dedans, ou si tu trouves également le très bon courtier. Et puis in fine, bah les locataires, c'est enfin il y a pas de technique en fait. Ok, tu peux vérifier ses loyers, ses revenus, pour savoir s'il va être s'il va pouvoir payer son loyer tous les mois, etc. Mais même dans trouver un locataire, tu peux faire jouer l'effet de réseau. Là, clairement, Intisar, qui est une de mes élèves, elle a signé une convention avec l'université pour sa coloc. Et donc en fait, elle a trouvé par recommandation. Et bah en fait, du coup, elle a une coloc avec un loyer qui est équivalent à loyer d'une coloc pendant 3 ans. Et elle a rien à faire dedans. C'est l'association de l'université qui gère tout, quoi. Et donc voilà, même, enfin j'ai d'autres histoires avec voilà, trouver un filon d'une entreprise, une grosse entreprise du coin qui va mettre ses salariés en déplacement, etc. Tout ça c'est de l'humain en fait. Tu dois rencontrer des gens, tisser le réseau et faire une transaction, en tout cas faire un partenariat avec eux pendant un moment donné, quoi. Donc ouais, hyper important. Et tu disais, tu parlais de recommandations. C'est vrai que ça me fait penser. Recommandations, en fait, la plupart des personnes, quand tu connais vraiment personne, c'est ce qui m'est arrivé moi sur Amiens. C'est vraiment sur la recommandation. Tu vas voir le notaire. J'ai dit, est-ce que vous connaissez, par exemple, des gens qui travaillent bien, même qui a retapé un peu ta résidence principale à toi, notaire, tu vois. Et déjà, c'est avoir un nom qui est recommandé, c'est déjà sauter beaucoup d'étapes par rapport à une sélection. Tu vois. Au final, moi, j'en ai sélectionné une parmi 8. Il y en a qui venaient pas au rendez-vous. Mais le premier réflexe des gens, enfin, moi, je le fais en tout cas, c'est de trouver quelqu'un quand on connaît pas, qui est déjà recommandé. Donc rien que ça, en fait, pour être recommandé, il faut être dans les petits papiers de quelqu'un. Il faut déjà être présent dans l'esprit. Donc avoir créé son réseau, c'est justement être vu par, enfin, être dans la tête, dans l'esprit en fait, de quelqu'un qui pourrait être recommandé toi ou enfin l'un vers l'autre, tu vois, dans les deux cas. Donc c'est pour ça aussi que c'est très puissant, je pense, de se créer le réseau. Et quand je parle vraiment créer réseau, c'est simplement en fait, finalement, on vit tous avec des interactions dans tous les domaines. On est tous en interaction dans sa journée, en fait. Et en fait, on le sait, on le fait même sans le savoir. Et quand tu mets en place en fait, un système qui te permet d'être remarqué, en tout cas d'être apprécié, d'attirer vers toi la confiance, de rendre service. Et ben en fait ça va créer un cercle autour de toi qui va de personnes qui mutuellement vont te servir dans d'autres choses, tu vois. Et donc ouais, encore une fois un petit peu par rapport à l'idée que tu disais au démarrage, les gens pensent peut-être qu'ils y arriveront pas à se faire des réseaux. En fait, Ouais. faut vraiment, je pense que c'est trop surestimé, trop gonflé. Il faut juste se dire que le réseau, il faut vivre là-dedans et être appréciable, rendre service, écouter les autres, et que ça, en fait, c'est peut-être des choses qui sont naturelles, mais c'est des choses qui te permettent de soulever bien des obstacles quand tu dois chercher quelqu'un à un moment donné, parce que c'est jamais au moment où tu cherches, où tu as besoin de quelqu'un, que tu dois faire l'effort d'être remarquable, d'être, tu vois, d'attirer la confiance ou l'appréciation. Tu sais, ça me fait penser à LinkedIn, tu vois. On va dire LinkedIn, c'est un peu le réseau du réseautage, enfin le réseau social du réseautage professionnel. Et parce que quand on pense à réseauter, on pense souvent d'un point de vue professionnel, tu vois. Et donc peut-être qu'il y a aussi cet aspect, tu vois, réseauter, c'est se mettre en avant, c'est de se vendre. Et puis il y a des gens qui sont pas confortables avec ça. Parce que tu mets une intention ou tu mets une valence négative sur cet aspect-là, voilà, tu sais, parce que tu vois des collègues qui sont trop dans voilà, ils veulent toujours être dans les petits papiers, et toi tu te dis putain, mais moi je fais du bon boulot, c'est juste que je vais pas lécher les bottes de machin, et pourtant j'ai pas les mêmes opportunités. Et donc tu vois, le raccourci, c'est le réseautage, c'est en fait lécher les bottes, tu vois. Et en fait c'est pas pour moi c'est pas du tout ça. Mais je fais le parallèle avec LinkedIn, tu vois. Je pense que j'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune. Les une ou deux fois, ouais, 2 fois, une fois où je suis allé au Canada et une fois où je suis revenu en France, où j'étais en phase de charger un job. C'est là où j'ai commencé à rajouter des gens sur mon profil LinkedIn qui pourraient être intéressants, etc. Et donc c'est quand j'en avais besoin que j'ai commencé à réseauter, en tout cas à aller à m'ouvrir vers les gens.
alors qu'au final, il vaut mieux le faire quand on n'a pas besoin. Et justement, la vraie puissance du réseautage, c'est de se dire que faut que ça ait l'impression pour l'interlocuteur que tu vas avoir en face que tu peux lui apporter quelque chose plutôt que lui il va t'apporter quelque chose, tu vois. D'être plutôt dans une posture de d'offreur plutôt que de demandeur. Et et pour ça en fait tu peux l'atteindre de plusieurs manières en fait sans trop travestir entre guillemets son comportement ou ses valeurs. Je pense que une fois qu'on a dit ça, faut quand même, enfin, prévenir les auditeurs que c'est quand même quelque chose à faire au quotidien. C'est pas, c'est quelque chose qui peut se travailler en fait, et que il faut un peu sortir de sa zone de confort quand même pour que le réseau soit le plus efficace possible. Ça passe par déjà commencer à être à communiquer ouvertement sur ce qu'on fait, parce que en fait on a vraiment l'impression toujours de se dire ouais, ce que je vais faire c'est pas intéressant pour les autres, et en fait c'est une erreur, parce que les gens qui savent pas que tu cherches par exemple des biens à acheter, ils vont jamais te proposer quelque chose, tu vois. Ils vont jamais te dire ah, il y a peut-être là j'ai ma voisine qui a justement un truc à vendre, ça peut t'intéresser, etc. Donc se mettre déjà dans la position de je suis un investisseur par exemple, ou je cherche de l'immobilier, et ben c'est un tout petit truc un peu du quotidien, de voilà, c'est un peu raconter sa vie, mais ça c'est planter des graines qui vont vraiment construire des choses solides à terme. Et ça c'est un truc, je pense que c'est un peu comme l'hygiène buccale ou dentaire ou quoi, comme tu veux. C'est un peu pour moi un truc qu'il faut un petit peu se forcer toujours un peu à faire, être beaucoup plus visible et montrer aux gens ce qu'on fait. C'est aussi quelque chose qui attire la confiance et la crédibilité, parce que il y a une certaine constance, tu vois, dans ce que tu fais. Si les gens te disent tiens, un jour je suis en train de chercher de l'immobilier, le lendemain je m'intéresse, je sais pas, aux pièces d'or, tu vois, et puis la troisième fois je fais des collections de voitures, les mecs vont se dire, enfin l'entourage va dire mais il est pas vraiment sérieux, etc. Et si tu continues ce message de je cherche de l'immobilier à côté de ce que je fais, voilà, être régulièrement tenir les gens informés, ça peut produire vraiment beaucoup de résultats, je pense. Carrément. Et là, ça me fait penser à un élève que j'avais, Mathieu. Et lui, tu vois, il était vraiment dans cette posture hyper timide, hyper introverti. Et du coup, même, tu sais, parler au téléphone ou aller rencontrer les agents immobiliers, c'était dur pour lui, tu vois. Et pourtant, bah, en fait, c'est la première porte, c'est la première étape du réseau que tu dois commencer à tisser. Et même si tu veux faire des affaires, l'agent immobilier, tu es pratiquement obligé de passer par là, tu vois. Et donc, tu vois, plutôt que de dire, bah, en fait, tu dois être gentil avec l'agent immobilier, faire des blagues, tu vois, parce que techniquement, ça marche très bien, ça. Hein. Comment dire, sortir un peu du lot, tu vois, parce que avoir un réseau, c'est aussi que les gens se souviennent de toi et qu'ils te recommandent des choses, qu'ils pensent à toi quand il y a quelque chose qui arrive, etc. Donc ça, c'est peut-être plus dur à avoir. Mais dans un premier temps, moi, je lui disais juste, bah, sois toi, ok, t'es un peu introverti, mais fais les choses comme t'as l'habitude de le faire. Tu vois, en tant qu'introverti, il pose aussi beaucoup de questions. Et en fait, autre critère souvent chez les introvertis, tu vois, c'est un peu l'empathie des gens, tu vois. Et du coup, c'est même des fois ce surplus d'empathie qui fait qu'ils vont se dire ah mais si je fais ça qu'est-ce que l'autre va penser, je vais le gêner, tu vois, par exemple il avait du mal à visiter des biens qui correspondaient pas exactement à ce qu'il veut, mais je dis mais en fait t'es obligé, et de toute façon t'inquiète pas, les agents ils savent que ils vont pas faire une vente à chaque visite, tu vois. Et donc je disais fais comme ton comportement normal, pose des questions. Et en fait, toi, l'avantage que tu peux mettre en avant, c'est d'être hyper structuré et carré et réactif. C'est-à-dire que tu fais une visite, ok, tu poses des questions de façon très carrée, etc. Comme ça, la personne, l'agent immobilier, il voit que tu es quelqu'un qui est pas un touriste, qui a préparé un petit peu le sujet, etc. Et dès que tu fais une visite, dès le lendemain, tu lui fais un retour en lui disant ce qui était bien, ce qui était pas bien, et tu le relances régulièrement. Et donc en fait, rien que cet aspect-là de valoriser le temps de l'agent immobilier, en tout cas de pas lui faire perdre de temps en montrant que vous êtes hyper réactif, carré, etc. C'est déjà une façon de réseauter, parce que vous allez déjà vous démarquer par rapport à la majorité des autres gens, quoi. Et donc il y a cet aspect-là. Donc essayez d'être naturel et selon votre comportement naturel. Et une deuxième chose, bah utilisez
mettez-vous toujours à qu'est-ce que la personne, enfin qu'est-ce que je peux faire pour la personne. Et entre guillemets, c'est se mettre dans la position de donner plutôt que de recevoir. Et donc, si on commence par ça, mais après l'autre personne, elle va plus facilement avoir voilà l'effet de le sentiment de réciprocité. Et donc là, dans l'exemple de Mathieu, tu vois, c'était au final, qu'est-ce que tu peux donner à l'autre personne? Bah c'est lui donner du respect pour son temps et donc faire un retour vers lui rapidement, etc. Et je crois que ouais, il en était arrivé au final, sa stratégie, c'était de dire d'essayer toujours de se mettre d'aider l'agent. Bah voilà, ok, je veux bien, bah moi il me positionne pas, enfin il me plaît pas forcément, mais est-ce que vous voulez quand même que je fasse un retour détaillé pour le vendeur? Peut-être que ça pourrait aider à vous avoir un argumentaire pour l'aider à baisser le prix, même si moi j'y gagne pas au final, mais ça pourra faire avancer la relation que vous avez avec la personne, quoi. Et c'est toujours de donner quelque chose. Par exemple, c'est bête, mais je dis souvent à mes élèves, l'agent immobilier, tu vas lui demander une recommandation d'un courtier, par exemple, ou d'un artisan. Donc, comme ça, de façon superficielle ou de prime abord, tu as l'impression que tu lui demandes quelque chose. Mais en fait, si tu lui dis, bah voilà, moi je cherche un artisan ou un courtier, je sais que vous, bah vous avez des commissions d'affaires lorsque vous amenez un client, donc bah, en fait ce serait bénéfique pour nous deux. Moi je pourrais travailler avec quelqu'un, je sais que avec qui vous avez l'habitude de travailler, et puis vous en retour si on fait affaire, bah vous aurez une commission avec cette personne-là. Et du coup en fait t'as demandé, mais en fait tu lui as donné, tu lui donnes aussi en retour à travers la commission. Et donc en fait ça c'est même pas toi qui le fait directement. En fait c'est le courtier ou l'artisan qui va lui donner la commission, mais tu l'auras mis dans une position, il va dire ah ouais il pense à moi. Déjà il sait comment ça marche et en plus il pense à moi et potentiellement même si on fait pas affaire ensemble, j'aurais déjà gagné de l'argent grâce à lui parce que je l'aurais recommandé, quoi. Donc donner plutôt que de recevoir. Ouais, et puis donner aussi peut avoir une signification peut-être erronée aussi. Je trouve que dans certaines mesures, Ouais. on a l'impression que donner, ça veut dire il faut donner quelque chose de physique, qui a de la Ouais. valeur, quelque chose qui semble assez direct, comme par exemple dans le cas de Mathieu, c'était il faut que je lui donne un oui, quoi. J'ai un peu l'impression intérieurement c'était un peu ça, il faut que je lui donne une offre en fait d'achat sur tous les biens qu'il va me présenter. Alors Ouais. qu'en fait, il faut se prendre un peu de recul et donner, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Déjà là dans le cas que tu citais par exemple pour les agents IMO, donner ça veut dire par exemple pas faire perdre ton temps à l'agent IMO, effectivement, donner de la clarté, communiquer bien sur ce qu'on veut. Si c'est non 10 fois, mais que tu sais tout à fait justifier, argumenter, bah tu donnes de la crédibilité, tu donnes du temps de retour à l'agent IMO. Ça, c'est ça de la valeur. Donner, ça peut vouloir aussi dire, par exemple, aussi par rapport relié encore une fois au réseau, fait partager par exemple des contacts qu'on a soi-même, qu'on trouve compétents, de valeur. Ça c'est un super moyen aussi et qui est gratuit finalement de donner de la confiance et de donner quelque chose à quelqu'un en disant tiens encore une fois tu cherches à rendre un service, tu as identifié un problème que la personne a, tu sais qu'il y a quelqu'un que tu connais qui est sérieux, compétent, qui peut l'aider. Bah, si tu lui présentes cette personne en lui disant, rien que lui présenter, même si ça matche pas derrière, mais en lui disant, voilà, j'ai une personne là qui pourrait peut-être te dépanner, mais la personne, elle va te regarder, elle va dire, mais c'est formidable, tu vois, comme si c'était le Messie, quoi, et t'auras gagné vraiment quelque chose dans la relation avec cette personne, alors que ça t'aura coûté rien finalement. Donc c'est encore lié au réseau. Je trouve que c'est une formidable façon de créer de la valeur en mettant en disposition des gens que tu trouves toi aussi compétents. Et puis un peu la beauté du truc, c'est que si tu arrives aussi à faire que la personne ça match, en plus tu auras vis-à-vis de la personne que tu as recommandé toi à l'autre personne aussi récupérer de la valeur, tu vois, et en fait nouer un peu plus, renforcer un peu le sentiment de réseau. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Ouais, carrément. Non, c'est vrai que le réseau et ce que ça te permet en termes de recommandations, c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect de boule de neige, tu vois, parce que en fait on le sait tous et on le voit tous, le poids positif que ça a quand quelqu'un va nous recommander une personne ou un produit, tu vois. La même série que tu vas regarder parce qu'on te l'a recommandé ou parce que tu l'as juste vu passer dans les journaux, bah déjà avant même de regarder la série, tu vas avoir plus d'attente ou tu vas être plus engagé dans la chose parce que c'est un pote qui te l'a recommandé. Et si c'est ton meilleur pote et en te disant ouais cette série telle que je te connais, je suis sûr que tu vas l'adorer.
ben, tu vas commencer avant même d'avoir regardé la série avec un engagement beaucoup plus fort, quoi. Et c'est ça qu'on veut atteindre dans notre réseau, c'est on veut atteindre que chaque interaction soit déjà engagée avant qu'elle ait commencé, quoi. Moi, je dis souvent, donc pour moi, vraiment la première porte d'entrée. Ok, si vous voulez commencer à créer un réseau dans l'immobilier, parce que vous vous lancez, et donc comme on a dit, c'est hyper puissant et c'est un asset, un actif, comment c'est dans la pub priceless, qui n'a pas de prix, le réseau. En anglais, il y a your net worth is your network. C'est ta valeur, c'est ton réseau. Et c'est vrai que cette phrase, elle fait beaucoup sens. Donc, si vous voulez commencer dans l'immobilier à créer votre réseau, le premier contact, bah, c'est facile, c'est les agents immobiliers. Et les agents immobiliers, donc facile d'accéder. Tu commences à faire tes visites et toujours y aller avec l'intention de la relation plutôt que de la transaction. C'est-à-dire que quand vous faites une visite, ok, vous pouvez penser, ok, ce bien-là, il va être intéressant, mais en fait, dites-vous toujours que il vaut mieux favoriser la relation avec l'agent immobilier que la transaction. Par là, je veux dire, exemple, il y a un bien, il est intéressant, mais il faut faire une grosse négociation. Bah, demandez-vous avant, et demandez à l'agent, est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse une négociation, une offre hyper basse, hyper cassée, avant de la faire, parce que exemple, l'agent vient de prendre le mandat, ou alors il est en concurrence avec trois autres, et il sait très bien qu'il va se faire jeter par le client s'il vient avec une offre trop basse. Bah, en fait, la faites pas, parce que vous allez casser la relation avec l'agent pour un bien et pour une transaction qui va peut-être même pas se réaliser parce que le vendeur il va peut-être pas l'accepter. Donc quitte à choisir, plutôt garder la relation avec l'agent immobilier, parce que lui au moins normalement il va pouvoir vous amener d'autres affaires, quoi. Alors qu'avec un vendeur, bah, si ça passe pas, bah c'est foutu et il y a plus de relation, quoi. Donc la relation avant la transaction. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc commencez avec l'agent immobilier, et ensuite avec l'agent immobilier vous pouvez avoir accès à tous les autres, des artisans, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les artisans, les courtiers, les notaires, et puis bah, sur les locataires, ou en tout cas peut-être des réseaux des filons de locatifs, potentiellement aussi. Et donc en fait, l'agent immobilier, c'est bah, eux-mêmes, ce sont des très bons réseauteurs, hein. Donc devenez amis avec des agents immobiliers qui eux-mêmes savent très bien réseauter, et ayez de la valeur à leurs yeux, créez une relation avec ces agents-là, et puis ça devrait être pas si compliqué que ça, quoi. Et soyez carré et faites ce que vous dites et dites ce que vous faites aussi, toujours pour non, l'aspect crédibilité dont tu parlais, parce que c'est au final c'est important, c'est crucial, quoi. Ouais, je pense effectivement moi je pense que le réseau, donc c'est avec les agents pour le on market, c'est super important. Je dirais même que c'est même plus important pour justement si tu fais du off market. Ouais. Parce qu'en fait, faut pas oublier encore une fois que l'immobilier c'est vraiment du gré à gré. En fait, la transaction elle naît d'une décision de quelqu'un de se dire je veux vendre mon bien. Alors en général, nous on le sait quand l'agent il a déjà parlé à ce client-là et qu'il sait qu'il y a cette volonté de vendre sa maison et qu'il va envoyer un te parler, mais tu peux court-circuiter en allant vraiment sur le off market. Souvent c'est déjà tu sucres la commission de l'agent, donc ça c'est déjà assez positif. Après c'est pas très facile, mais je pense que c'est là où le réseau vraiment est important dans cette phase-là. Si c'est le truc, parce que je pensais notamment, j'avais reçu un invité sur le podcast qui est un investisseur qui avait racheté toute la rue finalement. Il habitait dans un village où il était connu de tous, et en fait tout simplement en fait il parlait tout le temps, tu vois, les gens savaient vraiment que voilà, les gens en fait il était devenu un peu le référent dans son village de l'IMO, quoi. C'est-à-dire qui cherche de l'IMO va parler à Arnaud, tu vois. Et du coup il a acheté comme ça des trucs vraiment à prix bradé, parce que il était là avant que l'agent le mette sur le marché. C'est du réseau effectivement, et tu peux faire vraiment des super affaires. Donc je pense que pour le on market c'est important, pour l'off market je dirais que c'est encore plus important. Ouais, carrément. Et tu vois, ça me faisait penser là, tout ce dont on parle, c'est voilà, le réseau de partenaires, enfin d'intermédiaires, ou enfin de pros de l'immobilier qu'on peut avoir, qui vont nous aider dans le déroulé d'un investissement. Je pensais aussi que le réseau, ça peut être aussi d'un côté plus du côté entrepreneur, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais des investissements immobiliers, tu fais des opérations, etc. Il y a la technique, il y a trouver, etc. Mais il y a aussi l'aspect
garder la motivation, être dans sa routine slash des fois solitude de faire ses opérations tout seul. Et du coup, potentiellement, il peut avoir aussi une autre dimension de réseau qui peut être intéressante à développer. Tu vois, c'est du réseau avec d'autres investisseurs immobiliers avec qui on va pouvoir partager, avec qui on va pouvoir se filer des contacts, même si pas toujours directement, parce que peut-être une personne qui est dans une zone complètement différente, il n'y a pas à avoir de contacts qui sont très utiles en commun. Mais cet aspect-là, moi j'ai commencé au tout début comme ça, et c'est comme ça qu'est né tout ce que j'ai partagé, mon livre, ma chaîne YouTube, le podcast à l'époque. C'était des gens que je voulais rencontrer, d'autres investisseurs IMO, pour pour me sortir de cette solitude et pour trouver de la motivation et de l'inspiration auprès d'autres personnes qui veulent faire comme moi, quoi. Ouais, moi aussi j'ai de bons souvenirs de réunions d'investisseurs qui m'ont fait vraiment passer le pas, tu vois. En fait, parce que t'es en immersion avec que des gens qui pensent comme toi, enfin qui ont le même objectif que toi. C'est super motivant, c'est clair. C'est vrai que c'est peut-être pas le même objectif quand tu vas voir des investisseurs, c'est pas forcément trouver, enfin quoi que tu peux trouver des bonnes recos d'artisans, de choses comme ça, mais c'est plus, moi je pense c'est plus pour l'inspiration. C'est plus pour l'inspiration, c'est plus pour le mindset, tu vois, plus pour le mindset. Ouais, parce que finalement, tu vois, les gens qui nous écoutent, ils ont potentiellement pas que le blocage de technique ou de trouver les biens et tout, mais aussi même de commencer à aller voir et donc comment je m'y prends, etc. Et de discuter avec d'autres investisseurs qui ont déjà fait, tu vois, en gros ce que l'on fait là, tu vois. D'ailleurs, je sais qu'on a déjà parlé, ce serait trop cool qu'on puisse rencontrer des membres de la communauté Investisseur 4.0 en physique, tu vois. Parce que je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça, quoi. Qu'on ne peut pas obtenir juste en écoutant du contenu, que ce soit podcast, YouTube, etc., quoi. Ouais. Non, sans doute que ça se fera un de ces quatre, c'est clair. Dites-nous si vous en avez envie. Ouais, si vous en avez envie, envoyez dans les commentaires, dites-nous si vous en avez envie et où vous êtes, dans quelle région, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant si on sait jamais s'il y a un vivier dans le sud de la France, un endroit où on pourrait éventuellement se déplacer. Enfin, on verra. Ouais, mais pas en été, hein. C'est clair. Non, ouais, c'est cool. Est-ce que il y a d'autres choses que tu voulais voir sur ce thème-là en particulier? Ouais, juste une petite recommandation d'un livre qui parle de ce sujet-là. C'est alors ça s'appelle en anglais, c'est Who Not How, c'est qui et pas comment. C'est-à-dire que quand tu penses à un projet, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, tu vois, c'est un succès, ça va être penser à l'équation succès égale action fois des personnes, et que les personnes sont un multiplicateur de tes propres actions pour atteindre un succès, et plutôt que de penser juste aux actions. Et donc Who Not How, c'est un peu ça. Et le livre, ça parle, c'est plus un livre, à la base c'est pour les entrepreneurs, et de savoir quand tu veux faire grossir ta startup, qui tu dois embaucher, plutôt que quel process tu dois mettre en place, etc. Et de se dire en fait, trouver qui va faire la chose plutôt que comment faire la chose. Des fois ça va beaucoup plus vite, même s'il y a un prix à payer pour rémunérer cette personne, d'autant plus qu'elle est expérimentée. Mais en fait ça va aussi te faire avancer beaucoup plus vite. Et penser comme ça, c'est-à-dire penser que le gâteau, il est infini et pas fini, parce que tu vois, souvent quand on dit, en fait, moi j'ai pas envie de prendre, je reprends l'exemple, j'ai pas envie de prendre un agent parce que il va me faire payer, dans le prix, il y aurait une commission de l'agent qui va faire que l'enveloppe va être plus grosse. Ouais, mais ça, c'est oublier que en fait, l'agent, il va aussi pouvoir te faire t'aider à trouver des biens qui sont en dessous du marché et t'aider à négocier des biens en dessous du marché, et donc entre guillemets que sa rémunération à lui, elle soit absorbée, ou au mieux même inférieure à l'économie que tu auras faite. Donc d'ailleurs ça c'est un truc que peu de gens savent, c'est que sur les sites PAP par exemple, où il y a que des particuliers, versus Se Loger, où c'est que des professionnels qui postent les annonces, les prix ils ont je sais plus quel pourcent plus cher sur PAP. Parce qu'en fait, un particulier, quand il met son prix tout seul, il a tendance à le mettre plus de quelques pourcents plus élevé
que lorsqu'il passe par un agent immobilier qui lui va avoir le process de je fais votre estimation et puis tu vois il y a souvent la discussion le vendeur il va dire oui mais monsieur l'agent mon voisin il a vendu à temps donc moi je pense que vous pouvez essayer de le mettre à temps et l'agent immobilier non mais vous savez ok tout le monde essaie de faire ça mais moi je vous dis ce qui se vend au final c'est à temps donc ok on peut peut-être mettre un petit peu plus que je vous ai dit mais n'allez pas non plus au prix que vous m'avez dit et du coup naturellement en fait rien que cette première interaction fait que les agents immobiliers en fait ils tempèrent plutôt à la baisse les prix des marchés immobiliers versus le marché particulier à particulier quoi. Ouais, donc même si tu rajoutes un intermédiaire, au final, tu peux t'en sortir avec des prix plus intéressants à l'achat. Bah ouais. Avec un agent, quoi. Ouais. Non, c'est cool. Non, c'est marrant que tu parles de ce bouquin-là. Je pensais que tu allais citer Comment se faire des amis de Dan Carnegie. Ouais. Le classique. Bon, évidemment, si vous l'avez pas lu, je pense qu'il faut le lire. Il y avait 2 autres bouquins que je trouvais intéressants, plus dans l'état d'esprit d'être dans le narratif, de savoir quoi dire aussi, parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop couvert là, mais il y a un peu la peur de j'ai rien à dire, ma vie est pas intéressante, et c'est ça aussi, je pense, dans le quotidien du créer un réseau, de se créer un peu un narratif autour de soi et de faire en sorte que les gens savent ce qu'on cherche au final pour nous donner ce qui voilà, au final avancer quoi. Il y a 2 bouquins là-dessus. Il y en a un anglais qui s'appelle Storyworthy, donc je montre ici, de Matthew Dix, et l'autre qui est en français de Franck Marchex, qui s'appelle Comment devenir intéressant. Ça c'est assez clair. Qui sont pas mal, je trouve, pour commencer à construire un peu, sortir les choses qu'on a dans la tête et qui peuvent permettre aux gens de comprendre mieux qui on est, d'attirer aussi la sympathie, d'attirer la confiance, la crédibilité, et tout ça va vraiment ensemble. Ouais. Donc ouais. Non, carrément. Et pour conclure, je dirais que, en fait, finalement, je pense que la meilleure manière que les gens aient de la sympathie pour toi, c'est que toi, tu t'intéresses à eux. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas si malheureusement, mais en tout cas, les gens, ils retiennent principalement quand on s'intéresse à eux, tu vois. C'est toujours la question, qu'est-ce que j'ai à y gagner moi, tu vois. Et dès que tu t'intéresses à quelqu'un, la personne va dire, en fait, les gens sont tellement peu habitués à ce qu'on s'intéresse à eux, vraiment, que rien que s'intéresser aux gens, et donc t'as pas forcément de gros choses à te dire sur toi. Bon, c'est toujours bien d'avoir et je suis d'accord, hein, d'avoir son son histoire, son pitch, d'essayer de faire. Mais pour certaines personnes, c'est difficile, et surtout ceux qui sont trop introvertis ou ouais, trop introvertis. Par contre, poser des questions aux gens, ça, en général, ils savent faire, et essayer de faire plaisir aux gens, ils savent faire, et les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien. Et c'est gratuit, ça coûte juste un petit peu de temps. Et c'est gratuit, exactement. Exactement. Bon, c'est cool. Et Bruno, merci. À la prochaine. Bah ouais, à la prochaine, et puis aux auditeurs, à bientôt. À plus. Ciao, ciao.